Comment devenir libre financièrement et ne pas perdre sa vie à la gagner? Je suis Guillaume, cofondateur avec mon associé Christophe de la newsletter Ataraxia. La mission d'Ataraxia est d'aider un maximum de personnes à atteindre la liberté financière grâce à l'investissement, notamment immobilier. Nous avons lancé le podcast Au coin du feu pour partager les discussions que nous avons entre nous. Si vous souhaitez accélérer sur le chemin de la liberté financière, bienvenue avec nous au coin du feu. Tu peux nous dire où on est là, Christophe? Ouais, on est dans un lieu qui est vraiment sympa. Super villa, super maison sur les hauteurs de Cannes. On a une vue géniale sur la mer en face de nous. On est au mois d'avril, il fait 20 degrés. On en profite au maximum. Et on a choisi de faire ce podcast qu'on a choisi d'appeler Au coin du feu, même si ce n'est pas forcément d'actualité avec le paysage autour de nous. En clin d'œil à un de nos amis qui s'appelle Philippe, qui nous avait trouvé ce nom quand on tournait un programme qu'il avait acheté. Et il avait dit j'adore la façon dont vous le faites puisqu'on a l'impression d'être assis au coin du feu avec vous. Et c'est un peu la genèse de ce podcast-là. Ça fait longtemps qu'on se pose la question avec Guillaume comment on fait pour partager un petit peu ce qu'on a fait ces dernières années et notre expérience. Et donc on aimait bien ce petit clin d'œil-là. Je te laisse peut-être Guillaume expliquer comment on va gérer ça dans le futur et ce qui va se passer sur ce podcast-là. Ouais, alors en fait on ne vit pas au même endroit mais on se voit, je pense au minimum une fois par mois. Et c'est vrai que pas tout le temps, mais régulièrement, on se voit, on voyage en fait. On va faire une semaine à droite ou à gauche. On va par exemple jouer au golf ou ce genre de choses. Et c'est vrai qu'en général, on se loue un endroit assez sympa ou on va dans un endroit assez sympa. On va en profiter du coup pour justement enregistrer quelques épisodes à chaque fois de ce podcast. Alors, ce sera sur YouTube, mais ce sera aussi sur les plateformes de podcast. Donc, tout le monde pourra l'écouter de là où ça lui fait plaisir. Et on enregistrera comme ça quelques épisodes à chaque fois qu'on se verra. Ça peut être sympa en fait justement de partager différentes expériences, différentes pensées et puis ça nous fait plaisir de le faire en fait. Je pense que je pense que ce qu'on fait, c'est un peu les conversations qu'on a au coin du feu tranquillement, sauf que là on les enregistre et ça peut être utile et je pense qu'on prend plaisir à le faire et c'est ça le plus important. Complètement, c'est effectivement des discussions qu'on a à chaque fois qu'on est ensemble. Donc là, on a choisi de les partager un petit peu plus. On parlera de tous les sujets. Ça veut dire on va vous partager notre vie d'investisseur, bien sûr, avec pas mal de trucs et astuces, de petites informations, que ce soit sur l'investissement immobilier ou sur les marchés financiers ou autres, en fonction de ce qu'on est amené à faire. Mais on parlera aussi de cheminement de vie, de choix qu'on a fait dans notre vie, de positions qu'on peut avoir qui peuvent être similaires ou différentes sur certains sujets. Donc le but, c'est vraiment de créer de l'intérêt autour de ça et autour de ces discussions. Par exemple, hier, on était allé à Monaco hier visiter des biens immobiliers. Et donc, peut-être que Guillaume, tu peux nous partager les spécificités du marché monégasque, puisque c'est toi qui es fan de Monaco. Et on essaiera à chaque fois de vous partager des tranches de vie comme ça. Donc peut-être qu'on peut commencer avec Monaco ? Oui, carrément. C'était donc du coup expérience qui date d'hier, c'est vrai. Expérience intéressante. En fait, la spécificité de Monaco, c'est que on est dans... Moi, j'aime bien distinguer deux grandes catégories d'immobilier. Il y a d'un côté l'ultra rentable, donc ça va être des prix au mètre carré assez bas, avec des loyers, on va dire, plutôt élevés par rapport au prix du bien, et l'ultra patrimonial, avec un prix au mètre carré assez haut, et du coup des loyers qui sont plus bas. Alors ça va être dur à expliquer, mais en gros, pourquoi ? Parce que quelque part le rendement immobilier s'équilibre un petit peu partout, et en fait là où on n'a pas de plus-value, parce qu'on est dans une zone où les prix ne vont pas forcément monter, eh bien on a du rendement élevé, c'est-à-dire le rendement locatif. Et en revanche, là où on a des zones à forte plus-value, on a justement des loyers moins de rendement, puisque la rentabilité va se faire par la plus-value. Je rappelle que la rentabilité, c'est le rendement plus la plus-value. C'est la rentabilité globale. Et donc, si on compare par exemple Paris à une toute petite ville, un tout petit village, eh bien, Paris sera de l'ultra patrimonial et la petite ville, ce sera plutôt ultra rentable. Et là, la spécificité à Monaco, c'est que c'est de l'ultra patrimonial. C'est complètement fou en fait. C'est 5 fois plus cher que Paris. Ouais, même plus que ça, puisqu'il y a des prix qui montent jusqu'à plus de 100 000 euros du mètre carré. Donc c'est effectivement très cher, avec des spécificités qui sont
assez intéressante. Moi, j'ai trouvé ça intéressant de voir que finalement, les loyers par rapport au prix du mètre carré sont pas si élevés que ça. Alors, ça reste des loyers très élevés. On parle en plusieurs de milliers d'euros à chaque fois pour des surfaces pas très grandes, des surfaces de 40, 50, 60 mètres carrés. Donc, beaucoup plus cher que chez nous, mais pour des biens qui valent plusieurs millions d'euros. Et donc, c'est assez intéressant de constater ça, et c'est aux portes de la France. En fait, c'est même moi j'ai découvert ça puisque je connais beaucoup moins Monaco. C'est pas mon style de vie et c'est pas ce que je recherche. Je suis quelqu'un qui aime plus la nature, et j'ai découvert ça hier en fait que Monaco. Alors je savais que Monaco était vraiment à côté de la France. J'y suis allé à de nombreuses reprises, mais j'ai découvert qu'il y avait une partie de la France qui était en fait enclavée dans Monaco, et qu'en fait on avait des rues dans Monaco qui étaient coupées en deux. Et c'était assez marrant puisqu'on visitait avec un agent immobilier qui nous disait voilà, là les deux qui sont assis à droite de la voiture sont à Monaco, les deux qui sont assis à gauche sont en France. Et donc le prix du mètre carré à droite était peut-être de 70 000 euros, et le prix du mètre carré à gauche dans la même rue était peut-être de 5 ou 6 000 euros du mètre carré. Bien sûr pour des spécificités fiscales majoritairement avec Monaco. On achète en fait un attrait fiscal quand on va à Monaco, ce qui explique ces prix au mètre carré qui augmentent énormément, puisque Monaco c'est en superficie très petit, donc il y a énormément de personnes fortunées dans le monde qui souhaitent venir, donc forcément ça pousse les prix de l'immobilier à des niveaux records, quoi. Alors ce qui est marrant, c'est ce qu'on a visité hier, je pense que c'est un peu l'exact opposé de ce que nous on a fait depuis le début de notre vie en immobilier, c'est-à-dire que c'est effectivement nous on va chercher du rendement, et là il n'y a pas de rendement puisque le rendement moyen c'est 2%, alors que nous on va plutôt chercher du 8% et plus. Mais en revanche, il y a un potentiel de plus-value qui est vraiment important. Qui est important. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on a eu au final les mêmes discussions que ce qu'on pourrait avoir sur n'importe quel marché immobilier, de savoir est-ce qu'il vaut mieux acheter, est-ce qu'il vaut mieux louer, puisque c'est une question qui revient systématiquement. Et là encore, les spécificités de Monaco sont assez intéressantes. C'est que quand vous voulez acheter quelque chose, on pensait qu'il fallait mettre 30% d'apport. En fait, on nous a dit que c'était même plutôt 50% d'apport. Donc vous voyez, il faut arriver avec une somme d'argent très élevée, puisqu'il n'y a aucun bien d'une surface acceptable. Alors une surface acceptable à Monaco, c'est 40-50 mètres carrés. On ne parle pas de centaines de mètres carrés. Il n'y a aucun bien en dessous de 2-3 millions d'euros pour ces surfaces-là. On peut donner une idée des prix. Ce qu'on a vu, c'est en gros, pour schématiser, des appartements d'à peu près 50-60 mètres carrés qui étaient vendus à peu près 3 millions d'euros et qui se louaient à peu près 6-7 000 euros par mois. C'était à peu près ça. Et du coup, c'est le calcul qu'on faisait en se disant, tiens, est-ce qu'il vaut mieux acheter, est-ce qu'il vaut mieux louer? Et en fait, quand vous mettez tout bout à bout, d'un point de vue strictement investisseur, et si on se focalise sur le fait d'optimiser au mieux son argent, ça n'a aucun sens d'acheter un bien à Monaco avant d'avoir atteint un certain niveau de patrimoine très, très élevé. Pourquoi ? Parce que si vous achetez un appartement à 3 millions et qu'on vous demande de mettre 1,5 million sur la table pour pouvoir l'acheter, il va falloir emprunter l'autre 1,5 million et rembourser des mensualités là-dessus. Mais avec ce 1,5 million que vous avez mis sur la table, si vous savez l'investir correctement et que vous savez faire ne serait-ce que 8-10%, 10% ça représente 150 000 euros par an, ça représente 12 000 euros par mois d'intérêts. Et donc ces intérêts-là permettent de couvrir largement un loyer qui serait probablement de 6, 7, 8 000 euros. Et donc vous voyez qu'en ayant un raisonnement investisseur, il n'y a pas forcément d'intérêt d'acheter un bien là-bas. Alors quand on devient très riche, ça devient différent, puisque à ce moment-là, on veut acheter un confort, on veut être chez soi. Mais si on regarde ça avec une casquette investisseur, et c'est ce que je fais systématiquement, c'est ma déformation quand je visite un bien immobilier quel qu'il soit, c'était intéressant de noter ça. Donc on a eu des discussions intéressantes là-dessus. Et il y a un point, ce que je cite souvent, c'est que au début de sa carrière d'investisseur, on va chercher à se libérer de l'obligation de travailler, et du coup on va chercher des biens qui procurent un gros rendement locatif. Donc c'est exactement ce qu'on a fait au tout début, depuis le début de notre carrière d'investisseur, c'est d'aller chercher des biens qui vont nous payer chaque mois dès le premier mois, et nous payer plus que ce qu'il nous coûte, par exemple, en remboursement de crédit. Mais en fait, plus on avance dans sa carrière d'investisseur, plus on vieillit, plus on a du patrimoine, et plus en fait on a envie de basculer notre patrimoine vers des choses plus patrimoniales. Par exemple, on se dit, j'ai moins besoin d'avoir du rendement locatif immédiat,
j'ai peut-être en tête que je vais transmettre ce patrimoine à mes enfants, j'ai envie de leur transmettre quelque chose qui sera peut-être plus facile à gérer. Et en fait, ce que je vais perdre en rentabilité immédiate, je vais le gagner en plus-value dans les années qui viennent. Et donc, l'idéal, c'est effectivement de commencer sa carrière dans des zones où on peut avoir un gros rendement locatif, typiquement des zones où le prix au mètre carré est à 1000, 1500, 2000 euros maximum. Et quand on avance, les décennies passant, quand on avance en âge, on peut effectivement transférer petit à petit ces biens vers quelque chose de moins rentable, mais de plus patrimonial, pour finir sur des choses vraiment très patrimoniales. Moi, c'est vrai que... Alors, tu auras peut-être un avis différent, mais moi, j'avoue que j'aimerais bien léguer à mes enfants. Je préférais léguer à mes enfants des immeubles parisiens, des villas, des villas locatives, des appartements à Monaco, plutôt que des immeubles dans des villes de 10 000, 20 000 habitants qui seront plus difficiles à gérer. Voilà. En fait, je ne sais pas à quel point mes enfants, et on en parlera d'ailleurs dans un autre podcast, je ne sais pas à quel point mes enfants auront envie de gérer, auront la capacité de gérer. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de gérer des biens patrimoniaux. Et donc, moi, personnellement, je sais que je serais plus confortable tout au long de ma vie de faire cette migration vers du patrimonial et de léguer à mes enfants 100% de patrimonial en disant, voilà, avec ça, de toute façon, on ne peut pas se tromper, il n'y aura jamais de problème. Et si c'est géré ne serait-ce que convenablement, ça ira toujours. Et je pense que c'est intéressant. Et tout dépend du niveau de patrimoine qu'on se construit en fait, puisque si on construit un niveau de patrimoine de quelques centaines de milliers d'euros ou quelques millions d'euros en restant dans des niveaux plutôt bas, plutôt raisonnables, plutôt proches de 1 million, on va plutôt chercher à léguer quelque chose avec de la rentabilité pour que nos enfants puissent en vivre, ou en tout cas avoir un maximum de liberté grâce à ça. Mais si le patrimoine qui est créé est beaucoup plus élevé que ça, finalement le rendement et la rente mensuelle qui est versée devient moins importante. Et donc on va chercher des choses qui sont beaucoup plus sûres sur le long terme et beaucoup moins difficiles à gérer. Donc je pense que c'est une étape normale de transition quand on construit un patrimoine immobilier. Donc toi, tu te verrais au fur et à mesure de ta vie basculer vers du patrimonial ? Alors moi, je pense que basculer, c'est pas le bon mot. Puisque en fait, je pense qu'il n'y a pas de raison d'arrêter de faire ce qu'on sait bien faire, mais de petit à petit avoir des biens plus patrimoniaux qui s'accumulent et qui viennent en complément du reste qui est plutôt un patrimoine de rendement. Oui, complètement. Et je pense que ça se fait aussi avec un aspect très émotionnel. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'a peut-être plus envie, même si on continue à faire on peut continuer à faire ce qu'on sait faire, il y a un moment où on n'a plus envie, et en fait, c'est plus le plaisir qui prend le dessus. Et c'est peut-être plus sympa d'aller acheter des beaux biens, entre guillemets, même si ce qu'on achète, c'est pas du tout moche, mais des biens dans des zones qui sont plus sexy, qui nous attirent plus. Et peut-être que justement, ce mouvement se fait moins par réflexion que par goût personnel. Se dire, tiens, j'achèterais bien ça. Et en fait, le mouvement se fait naturellement avec les goûts et l'intérêt de l'investisseur qui évolue. C'est peut-être pas un calcul, c'est peut-être plus un feeling. C'est quelque chose qui se fait naturellement, je pense, effectivement, quand on investit au fur et à mesure de sa vie d'investisseur. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un encouragement, une note ou un commentaire en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes. Et si ça n'est pas déjà fait, rejoignez notre newsletter Ataraxia, les informations se trouvent en description.